Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez raison. L'ancien président congolais Joseph Kabila, dont on ignorait sa résidence depuis sa condamnation à mort, est apparu mercredi 15 octobre 2025 à Nairobi. Et il s'est affiché pour un acte politique aux côtés des opposants congolais à qui a sa cause. Ils étaient à Nairobi dans ce qu'ils ont appelé le conclave des forces sociales et politiques de la République démocratique du Congo. Et au terme justement de ces travaux, de la réunion qu'ils ont tenue dans la capitale kenyane, ils ont dit qu'ils ont créé un mouvement pour sauver la République démocratique du Congo. Mouvement pour sauver la République démocratique du Congo. Et on a compris que c'était un mouvement justement qui voulait militer pour le retour au pouvoir du président Joseph Kabila. Puisque justement, parmi les opposants, on a vu, il y a Louis, le Joseph Kabila, qui est maintenant condamné à mort par la haute cour militaire du Congo. Mais il y a également l'ancien premier ministre Matata Ponyo, qui a été condamné à 10 ans de prison, de travaux forcés. Lui aussi, il était à côté de Joseph Kabila. Et on a compris en réalité qu'ils veulent rendre la vie dure à l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Et on a compris également, on a retenu 3 résolutions qui ont été rendues publiques au terme des travaux qui ont été menés à Nairobi. On a compris, c'est pour cela que nous disons qu'en réalité, ce conclave militaire pour le retour au pouvoir du président Joseph Kabila. Tout d'abord, il y a eu le rejet de la décision de justice qui a été rendue par la haute cour militaire condamnant le président Joseph Kabila à mort pour acte de trahison notamment. Et pour ce conclave, pour ces opposants qui étaient réunis à Nairobi, c'est ce procès qui a été intenté à Joseph Kabila était un procès politique inéquitable et inique. Et donc, le verdict qui a été rendu contre le président Kabila doit être rejeté. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, considérant la procédure irrégulière de la levée des immunités menée par l'auditorat général et le Sénat de la République, vu la décision de la haute cour militaire intervenue au terme d'un procès unique et contraire au principe universel d'un procès équitable. Considérant les dangers et l'exacerbation de menaces à la cohésion nationale, vu les engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière de droits humains, spécialement en rapport avec le processus d'abolition de la peine de mort, rejette l'arrêt de la haute cour militaire portant condamnation à mort du président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Considère cette décision nulle et de nul effet, car contraire à la Constitution et à la loi portant statut des anciens chefs d'État et des institutions en République démocratique du Congo. Mais quand on essaie de voir, justement, c'est l'une des résolutions qui ont été rendues publiques, lues publiquement, pour dire que le conclave a rejeté la condamnation à mort de Joseph Kabila.
Joseph Kabila était un ancien président, je le répète. C'est quelqu'un qui était à la tête des institutions de la République démocratique du Congo et donc garant du bon fonctionnement des dites institutions, du fonctionnement du pouvoir judiciaire, du fonctionnement du pouvoir exécutif et du fonctionnement du pouvoir législatif. Sans parler de la séparation de pouvoir entre les trois pouvoirs, justement. Et maintenant, justement, quand on est garant des institutions, quand on est garant de l'indépendance de la justice et qu'on vient rejeter les décisions de l'instance judiciaire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Bien sûr, vous allez me dire que pour Joseph Kabila, justement, maintenant, il n'y a plus de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. C'est peut-être la raison qu'il avance, que sous son règne, il y avait une réelle séparation des pouvoirs, mais que maintenant, tout a changé et c'est pour cela qu'il rejette la décision de le condamner à mort, la décision judiciaire qui a été prise à son encontre. Mais tout de même, quand on a été un ancien président, il y a un minimum de choses, de comportements. Si vous avez été président de la République, respectuez des institutions. Au moins, si vous dites qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, reconnaissez au moins qu'il y a des procédures qui sont en cours et que si vous êtes condamné, si vous dites que la décision est injuste, la décision est inique, comme vous dites que le procès était inéquitable, il faut au moins suivre les procédures. Et la procédure dans ce cas d'espèce, justement, aurait été d'essayer d'interjeter appel. Ça veut dire de s'opposer juridiquement à la décision qui a été prise à son encontre. Et même si on a épuisé les voies de recours au niveau interne, ça veut dire au niveau de la République démocratique du Congo, maintenant que la République démocratique du Congo est membre de l'EAC, ça veut dire la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, il y a une cour justement à Arusha devant laquelle le cas pouvait être porté. Parce qu'on a vu justement que ça s'est passé. Ça s'est passé, l'opposante rwandaise Victoire Ingabire, quand elle a été condamnée en 2010, elle a porté son affaire devant la Cour africaine de justice à Arusha, en Tanzanie, qui lui a donné raison, même si les décisions n'ont jamais été mises en application, mais au moins il y a une décision de la Cour de justice africaine qui a donné raison à Madame Victoire Ingabire. Alors pourquoi est-ce que Joseph Kabila, qui quand même connaît le bon fonctionnement des institutions, pourquoi est-ce qu'il n'a pas jugé utile d'aller, de porter l'affaire devant la Cour de justice africaine au lieu de vouloir tout simplement limiter tout à l'activité politique. Parce que ce qui s'est passé à Nairobi, justement, c'est de la politique. Ça n'enlève en rien la validité de la décision de la peine de mort qui a été à laquelle il a été condamné. Voilà. C'est l'une des résolutions qu'on a suivies. Et justement, ça pose des questions. Quand un ancien président se contente de rejeter politiquement la décision qui a été prise à son encontre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons vu, justement, la deuxième résolution, c'était de créer ce mouvement. Mouvement pour sauver la République démocratique du Congo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo,
vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, considérant la situation de crise profonde que traverse la République démocratique du Congo, vu la décision du conclave de doter l'opposition politique et les forces sociales de la RDC d'un mécanisme de concertation régulière, d'action en vue de mettre un terme à la dictature et de promouvoir la démocratie et le bien-être du peuple congolais, décide de mettre en place une plateforme de forces politiques et sociales dénommée Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en sigle Sauvons la RDC. Ce cadre, voulu inclusif et ouvert à tous les leaders de forces politiques et sociales qui partagent les principes, résolutions et agendas de ces derniers, tiendra ses réunions ordinaires trimestriellement et extraordinaires chaque fois que de besoin sous la coordination de son président. Mais vous sauvez la République démocratique du Congo de quoi, justement? C'est un problème. Puisque maintenant, c'est vous, Monsieur le Président Kabila, qui avez fait en sorte que le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Il y a eu une passation de pouvoir de façon pacifique. Et maintenant, la moindre des choses que vous devez faire, c'est respecter la gouvernance de votre successeur. Ça se passe comme cela. Et puis attendre, j'attends bien sûr que ce qui était visé à Nairobi, c'était préparer le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Mais si vous le faites, respectez au moins celui qui vous a succédé à la tête du pays. Ça se passe comme ça dans les grandes démocraties. Ça veut dire vous laissez l'autre fonctionner comme il l'entend, et puis après, vous dénoncez ce qui ne va pas et vous opposez, puis après, vous pourrez revenir. Mais il y a justement un comportement qui n'est pas digne d'un ancien président. On a compris, on a créé ce mouvement pour sauver le Congo. Mais sauver le Congo de quoi, justement? Parce que quand vous avez laissé le pays était en paix, on le conçoit. Et puis, il y a eu un mouvement insurrectionnel, ça veut dire la résurrection, je dirais, de la rébellion du M23. La rébellion du M23 a existé sous votre règne. Il est revenu justement en 2021. En 2021, ouais, voilà. Ça a été ressuscité, ça a été réactivé puisque c'était en latence. On a réactivé ce mouvement qui s'oppose au gouvernement de Kinshasa. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est que les revendications du M23 étaient des revendications naguère qui étaient portées contre le pouvoir du président Joseph Kabila. Et les revendications n'ont pas changé. Et c'est donc ces revendications étaient dirigées contre le pouvoir de Joseph Kabila. Et maintenant, voilà que le même Joseph Kabila vient s'associer avec ce mouvement du M23, à qui on a collé maintenant une création de Joseph Kabila lui-même, l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo. Et donc, pour porter les doléances, pour porter les revendications qui étaient naguère portées contre le pouvoir du président Joseph Kabila, et que Joseph Kabila, justement, n'avait pas résolu. Le mouvement M23, ça veut dire le mouvement du 23 mars, est né puisque les membres de cette rébellion estimaient que les accords du 23 mars n'ont pas été mis en exécution, et c'était le Joseph Kabila qui était au pouvoir. Et voilà maintenant qu'il est là, il aide les rebelles à s'opposer au président Félix Tshisekedi, et maintenant il crée un autre mouvement. C'est lui qui a créé
évidemment avec la sous-traitance d'un certain Corneille Nangaa. Mais c'est Joseph Kabila, apparemment, selon les dires du président Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila qui a créé l'Alliance du fleuve Congo. Et maintenant, il crée un autre mouvement qui s'appelle le mouvement pour sauver le Congo. Mais vous sauvez la République du Congo de quoi, justement? Puisque le premier problème que connaît ce pays, votre pays, la République démocratique du Congo, c'est l'insurrection à l'Est, l'insécurité. Et c'est vous qui êtes visiblement l'instigateur premier de cette insurrection. Donc, vous ne pouvez pas être à la fois pompier et vouloir... Vous ne pouvez pas être pyromane et vouloir être pompier. Si c'est vous qui êtes derrière ce mouvement, vous ne pouvez pas vouloir sauver le pays, puisque c'est vous justement qui créez les problèmes que connaît votre pays. On a vu justement, parmi les résolutions qui ont été prises par ce fameux conclave de Nairobi, ils ont dit qu'il fallait mettre fin à la dictature. Ils se sont rangés derrière le discours, l'allocution qu'a prononcée Joseph Kabila le 23 mai dernier, lorsqu'il s'adressait à la nation. Il avait dit qu'il faut mettre fin à la dictature. Et donc le conclave de Nairobi a répété la même chose, qu'il faut mettre fin à la dictature. Ça veut dire que pour cette opposition qui était réunie au sein de ce conclave de Nairobi, maintenant, en République démocratique du Congo, il y a une dictature. Il y a une dictature dirigée par le président Félix Tshisekedi. Voilà, et donc il y a ce conclave-là qui a été tenu à Nairobi, qui a tiré des conclusions. D'abord, de rejeter la peine de mort qui a été prononcée contre le président Joseph Kabila. Il y a eu la création de ce mouvement. Et l'autre résolution, figurez-vous que c'est d'appeler le président Joseph Kabila à prendre la tête de son mouvement. On peut difficilement mieux faire pour personnaliser une activité politique. Donc, ça veut dire tout simplement que tout ce qui a été fait à Nairobi était du fait de Joseph Kabila lui-même. Et j'ai vu les réactions maintenant. C'est ce qui s'est passé à Nairobi, mais il y a des réactions de la part du pouvoir congolais. Et le ministre Julien Paluku et Patrick Muyaya, qui était à Washington d'ailleurs, pour des raisons de négociation entre le gouvernement congolais et le gouvernement du Rwanda, ces ministres ont réagi à cet événement qui a eu lieu à Nairobi. Et tout d'abord, ce qu'il faut retenir de ces réactions, c'est que d'abord, il dénonce le fait même que le président Joseph Kabila n'adopte pas un comportement digne d'un ancien chef d'État. Voilà, c'est le premier élément qu'il faut retenir de ces réactions. Et j'ai entendu Julien Paluku dire, c'est dommage quand même que l'ancien président n'arrive pas à désigner l'ennemi premier de la République démocratique du Congo. Et quand les Congolais disent cela, justement, il faut comprendre qu'ils désignent le Rwanda, qui, pour eux, est l'agresseur de leur pays. Et pour eux, justement, le président Joseph Kabila, s'il n'arrive pas à nommer dans des termes clairs le problème, l'ennemi de leur pays, c'est qu'il roule pour ce même pays, pour l'ennemi public. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait
dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi, je suis du Nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans. Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au Nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au Nord Kivu et au Sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni, hein, et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir un certain nombre de comportements. Et lorsque j'ai vu les documents sont signés par 12 personnes. Prenez les documents et prenez les 3 derniers noms et voyez l'écriture de ces 3 noms. C'est la même personne qui a écrit et c'est la même personne qui a signé. C'est-à-dire on est en manque même de trouver des gens qui devaient signer les documents. C'est 12 personnes. Lisez les documents, vous allez trouver 3 derniers noms. 9, 10, 11, 12. Même écriture et même personne qui signe pour dire qu'on est en manque de trouver. Et les personnes qui étaient supposées être à l'avant-plan n'ont même pas signé. C'est-à-dire, elles préfèrent exposer les autres pas qu'elles savent les retombées de cette fausseté qu'on a mis dans l'opinion. Donc, moi, quand j'ai vu ces drafts-là, je les considérais comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer, parce que quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. Et vous avez entendu, il y a eu des réactions quand Joseph Kabila a prononcé son discours, cette allocution adressée à la nation le 23 mai 2025. Les Congolais ont clairement dit que cette allocution avait été enregistrée à la résidence du secrétaire d'État rwandais au ministère des Affaires étrangères, un certain James Kabarebe. Donc, ça veut dire que pour les Congolais, Joseph Kabila est en fait utilisé par le Rwanda. Et ces 2 ministres, Julien Paluku et Patrick Muyaya, étaient justement à Washington pour un dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais ils considèrent le Rwanda comme leur ennemi. Et si Joseph Kabila n'arrive pas à nommer l'ennemi du pays, c'est que lui-même, il est tout de même, il ne veut pas la paix pour son pays. Mais Patrick Muyaya, dans son allocution, est revenu quand même sur le rôle du Kenya. Parce que pour lui, c'est la 2e fois que la capitale kenyane abrite des réunions hostiles à la République démocratique du Congo, et pour lui, justement, ça ne passait pas. Mais il ajoute que pour la République démocratique du Congo, ce qui s'est passé à Nairobi était non-événement. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvés malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. J'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou le réunion qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives. Pour la première fois encore réussi un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles
des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois, ils se sont auto-disqualifiés parce que le président de la République disait à Bruxelles qu'il n'organisera pas, ou les personnes qui doivent participer au dialogue doivent être des personnes qui sont capables de nommer l'ennemi. L'ennemi n'a pas été nommé. Ça veut dire encore une fois qu'il y a cette forme toujours de complicité des Congolais qui veulent s'associer à l'œuvre de la destruction de ce que nous sommes en train de construire, parce que nous voulons trouver des solutions, non pas seulement pour les Congolais d'aujourd'hui, mais nous voulons trouver des solutions pour les Congolais de demain. Et donc, il faut considérer que pour nous, c'est un non-événement. Mais ce que nous voulions dire aujourd'hui, nous nous posons une toute petite question. Que veut réellement Joseph Kabila? Est-ce qu'il faut faire toutes ces réunions, il faut embêter les gens, les opposants et autres, pour tout simplement s'asseoir de reconquérir le pouvoir? Est-ce qu'il ne pouvait pas? Est-ce que justement on a dit, selon les autorités congolaises, et c'est lui qui est à la base de la création de l'AFC, on l'a vu qu'il s'affichait aux côtés des rebelles du M23 au mois de juin, oui, de juin 2025. Il était à Goma, il était à Bukavu, et pour les Congolais, justement, cela ne passe pas. Est-ce qu'il est obligé maintenant de se comporter comme un rebelle pour tout simplement reconquérir le pouvoir? Il a passé 18 ans à la tête du pays. Et ça veut dire que pour les Congolais, en fait, il y avait un traître qui gouvernait leur pays. Et ça, c'est grave. Je ne sais pas s'il va réussir à revenir, à reprendre le pouvoir, mais dans tous les cas, pour les Congolais, du moins, ceux qui soutiennent le pouvoir de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila est un traître. Et pour eux, la peine de mort qui a été prononcée contre lui est pleinement justifiée. Et au lieu de montrer qu'en réalité, il n'est pas coupable de trahison comme on lui accuse, le voilà maintenant qui amène tout le monde, qui va à Nairobi faire des conclaves, en réalité, qui pour moi ne servent à rien. Il aurait pu tout simplement rester dans son anonymat et essayer peut-être de revenir une fois le mandat de Félix Tshisekedi terminé, c'est bientôt, en 2027, je crois, ouais, à la fin de 2027, il aurait pu, je ne sais plus, peut-être 2029, c'est pour 5 ans. Il a été réélu en 2024, c'est pour donc 2029. Et donc, il aurait pu tout simplement attendre sagement, revenir, demander tout simplement le soutien de son peuple et se présenter démocratiquement à l'élection. Mais ce qu'il fait maintenant, le font passer aux yeux des Congolais comme un traître. Et pour eux, c'est pleinement justifié qu'il ait été condamné à la peine capitale. Et ce qu'on a vu justement, il y avait à côté de lui encore une fois l'ancien premier ministre Matata Ponyo, qui lui aussi a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Il a des soutiens, ça c'est clair. Mais est-ce que ça justifie ce qu'il fait? Porter des armes, s'il soutient la rébellion du M23, si effectivement il est de connivence avec le Rwanda, ça veut dire qu'il porte des armes contre son pays natal, et ça c'est très grave. C'est pour cela que les Congolais lui en veulent énormément. Voilà. Et donc on se pose une toute petite question: de quoi Joseph Kabila veut sauver la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il veut sauver le pays ou il veut plonger le pays dans une guerre civile interminable? Voilà, chacun répondra comme il l'entend, mais tout simplement, je dis, comme le disait tout à l'heure le ministre Julien Paluku, je dis que le comportement de Joseph Kabila est indigne d'un ancien chef d'État. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.